Alors on a comme habituellement le take-home message, mais cette année de façon nouvelle, eh bien, on avait mis en place un prix qui s'appelle le prix Henri Dejour. C'était une volonté de la Lyon School de rendre hommage à Henri Dejour, déjà, ça c'était une évidence, pour favoriser un peu le fait que les plus jeunes puissent participer au congrès. Et on en avait discuté avec David, avec toute l'équipe, avec les anciens présidents, et on pensait que créer un prix qui va rester, ça va être quelque chose de pérenne pour nos congrès maintenant, eh bien on va avoir une sélection d'internes qui nous envoient leur dossier, enfin il y a certains critères, et qu'on va prendre en charge pour le congrès intégralement, et qui vont recevoir un diplôme qui quelque part eh bien, va représenter le fait que sur ce congrès, c'était nos invités, nos quelque part VIP pour ce congrès. Et donc on va leur donner ce diplôme. Et je vais leur demander de monter, peut-être un par un ou tous les trois. Tous les trois. Allez, alors je vais te laisser les appeler. Alors, Guillaume Ménard, Pierre Ménard. Et c'est s'écrit pas pareil. Hein, Ça s'écrit pas pareil. Et Clément Horter. On va les applaudir. Et Jérémy qui est avec nous, qui a été la cheville ouvrière et qui a maîtrisé toute cette organisation, c'est pour ça qu'il s'associe à tout ça. Alors, le photographe est là. Allez. C'est good. Allez. Parfait. Et bravo, hein. Bravo, mes jeunes. Parce qu'on vraiment c'est quelque chose, même si les conditions sont difficiles, c'est important d'associer les plus jeunes parce que c'est vraiment un endroit où on essaye d'échanger et de donner un maximum d'informations pour l'éducation sur le jeune. Alors le take-home. Et ben pour une fois, c'est pas moi qui commence. Roger, je vais te laisser commencer parce que qui est-ce qui a parlé le premier bloc? Non, c'est le premier bloc, c'est même. On va appeler les chefs de bloc. Bah oui. Pour commencer. Allez, Olivier, Jean-Marie. Et Alban. Traditionnellement, le take-home, on va vous résumer un petit peu les différents points importants qui ont été évoqués durant ces 3 jours. Allez, Jean-Marie. On fait par ordre de... À toi. C'est donc encore moi qui commence. Alors jeudi, on a parlé des ostéotomies et je pense, en tout cas j'espère qu'on a réussi à vous convaincre que cette ostéotomie n'était ni morte ni enterrée. Et désormais, on commence à comprendre un peu plus finement sur quel candidat on peut partir pour ce type de chirurgie. Vous avez bien compris que le candidat idéal était un patient jeune, peu lourd et demandeur en activité, avec une arthrose modérée et des compartiments adjacents indemnes, avec une déformation constitutionnelle. En revanche, on se pose toujours la question de ces patients un peu borderline en termes d'âge, de poids ou d'usure. Et Cécile nous a rapporté les résultats du symposium de la Société française d'arthroscopie, pour lesquels on avait établi un score qui peut être un bon outil décisionnel pour ce type de chirurgie. Christian Clay nous a bien expliqué que l'analyse de la déformation était primordiale et ça passait par des clichés préopératoires de qualité et qu'il nous a donné des petits moyens pour essayer de mieux comprendre la qualité de ces clichés. Il est primordial pour avoir un bon résultat de bien planifier en amont cette chirurgie. Et pour cela, il faut analyser individuellement la déformation au fémur et au tibia et non pas uniquement la déformation globale. L'analyse du JLCA peut être également un élément important pour analyser l'implication des tissus mous dans cette déformation et dans le résultat final. Il faut traiter uniquement la déformation là où elle siège afin de ne pas créer de cal vicieux qui peut être préjudiciable tant en termes de résultats que lors de la pose d'une prothèse de genou ultérieure. Mathieu Ellinger nous a parlé de la correction et il est nécessaire d'analyser précisément l'origine de cette déformation et il faut corriger encore une fois là où la déformation siège.
Il faut bien entendu hypercorriger nos patients, mais désormais, on a plutôt tendance à tendre vers une hypercorrection modérée, et il ne faut pas créer, encore une fois, d'obliquité d'interligne et de calvitie épiphysaire. Il faut penser actuellement à la réalisation d'une double ostéotomie en cas de déformation mixte. Encore une fois, l'influence du JLCA est une bonne voie de recherche pour analyser l'influence des tissus mous dans la déformation. Michel Bonin et Peter Verdonck se sont livrés à une bataille acharnée pour défendre chacun sa cause. Peter a soutenu les ostéotomies d'ouverture, qui ont l'avantage de préserver le nerf, de ne pas présenter de risque de syndrome des loges, et ont l'avantage également de ne pas créer de calvitieux lors de la pose d'une prothèse de genou ultérieure. Michel a souligné que ces ostéotomies de fermeture avaient un excellent taux de survie, avaient l'avantage de ne pas allonger le membre. Il faut être attentif néanmoins dans les hypercorrections, car cela peut poser des problèmes lors de la pose d'une prothèse de genou ultérieure. Elvire et Jean-François Potel nous ont parlé de la reprise d'appui et du comblement. Elvire a bien souligné qu'il pouvait avoir un intérêt à faire reprendre l'appui précocement pour avoir un résultat de qualité. Jean-François n'a pas montré de différence entre la greffe par allogreffe et les substituts osseux. Tout le monde s'accorde désormais à dire que pour ces ostéotomies, il faut utiliser des outils modernes avec des plaques verrouillées. Deux outils peuvent être très intéressants pour, en tout cas, des voies de recherche intéressantes dans la qualité de nos résultats. La navigation avec Dominique Saragaglia et Jean-Claude Panisset, qui ont souligné que ceci permettait d'avoir une bonne précision. Néanmoins, ça a tendance à allonger le temps opératoire avec des complications qui sont spécifiques. Mathieu Olivier et moi-même avons discuté l'utilisation des guides de coupe sur mesure, qui ont l'avantage d'être relativement simples à utiliser. Néanmoins, il s'agit d'une chirurgie spécifique qu'il faut adapter aux patients, et le chirurgien a un grand rôle dans la planification préopératoire. Il semblerait que ces outils-là permettent d'améliorer la précision de notre geste chirurgical. En deuxième partie d'après-midi, on a évoqué des indications un petit peu plus rares, et notamment les ostéotomies de varisation, qui sont quand même des indications non exceptionnelles, qui nécessitent une analyse fine du site de la déformation pour décider du site de l'ostéotomie au fémur ou au tibia, avec au niveau du fémur des avantages et des inconvénients pour une ouverture externe ou une fermeture interne. Il semble intéressant de pouvoir maîtriser les deux techniques en fonction de la correction à effectuer. Victor Padua nous avait bien montré l'intérêt de l'ostéotomie tibiale de varisation, qui a peu de complications, qui consolide rapidement et qui a une efficacité autant en flexion et en extension, et qui permet par ailleurs une reprise d'appui précoce. On a terminé l'après-midi avec des indications bien plus rares, voire exceptionnelles, mais qui peuvent avoir un intérêt très intéressant pour les patients, sur des séquelles de fracture du plateau tibial interne, comme nous l'a montré M. Néret, ou des séquelles de fracture du plateau tibial externe, comme nous l'a montré dans ses communications Gino Kerkhoffs, avec des ostéotomies intra-articulaires associées, techniquement difficiles, mais qui rendent service dans des cas rares. Dans les indications rares aussi, Dominique Saragaglia nous a montré sa grande expérience des doubles ostéotomies, qui sont très intéressantes et qui se développent de plus en plus en tenant compte de l'analyse fine des déformations au niveau du fémur ou du tibia. Guillaume nous a bien montré l'intérêt et l'enjeu des ostéotomies dans le plan sagittal, notamment dans les chirurgies de révision du ligament croisé antérieur. Et enfin, on a discuté succinctement des ostéotomies, des réostéotomies qui vont peut-être se développer dans l'avenir pour la prise en charge de patients jeunes et à haute demande. Et enfin, on a vu une communication magnifique de l'intérêt des cellules souches associées aux ostéotomies tibiales de valgisation.
Voilà, donc la deuxième matinée, enfin le deuxième demi-journée a été consacrée donc à l'étude des unis compartimentaires internes. On va faire quelque chose de très court et on vous incite tous à aller sur le site de la Lyon School ou sur le site de Maîtrise orthopédique où vous allez pouvoir retrouver toutes les communications qui ont été faites. D'abord, nous tenons à remercier tous les orateurs et en particulier les orateurs connectés qui ont eu la patience et le courage de nous faire parvenir leur communication sonorisée, ce qui n'a pas toujours été facile. Donc l'idée générale, c'est que les prothèses unies internes, ça donne d'excellents résultats dans la littérature au jour d'aujourd'hui. Et en fait, ce que tout le monde a été unanime à dire, c'est que, évidemment, ça peut sembler évident, mais quelquefois les évidences semblent importantes à rappeler, c'est qu'au plus on en fait, au plus on a d'expérience, et au meilleurs sont les résultats. On a quand même dans l'uni interne 2 causes d'échec, qui sont le problème des indications et le problème de la technique. En ce qui concerne les indications et surtout les limites, il ne faut pas les considérer les critères comme indépendants. Tout forme un ensemble interconnecté et si on veut pousser sur un curseur, il va falloir être particulièrement prudent avec les autres. Une petite mention particulière pour le ligament croisé antérieur, facteur sur lequel on évitera de tricher. On ne retiendra donc pas de prothèse unique compartimentale sur un genou laxe, en tout cas pas sans reconstruire le ligament croisé antérieur, et garder de façon anecdotique la prothèse unique compartimentale sur un ligament croisé dégénératif. Sur les considérations techniques, on peut dire que grosso modo, après étude de la littérature, vous pouvez choisir l'implant que vous avez envie de choisir. Ça ne va pas avoir des conséquences majeures sur les suites des patients. La chose qui est très importante, manifestement, c'est le problème de la coupe tibiale, puisque c'est elle qui va conditionner en fait dans la technique opératoire l'ensemble des choses ensuite pendant la chirurgie. Dans cette coupe tibiale, il y a évidemment l'intégration de la coupe dans le plan frontal sagittal, mais aussi le niveau d'interligne. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que très clairement les prothèses à coupe, à partir du moment où on les considère comme des prothèses qui résèquent une partie du condyle, sont probablement les prothèses qu'il faut conseiller dans ces arthroses internes. La session d'hier après-midi a porté sur l'uni jusqu'à la prothèse totale de genou. Et j'ai eu l'honneur de modérer cette session avec Olivier Reynaud. On a d'abord vu les spécificités de l'arthrose fémoro-tibiale externe avec Franck Rémy. Ensuite, 2 sessions vidéo sur la technique avec Jérémy Cognot et Anders Strolson. Ensuite, on a vu les résultats à long terme présentés par Étienne Deroche avec des bons taux de survie à 10 ans et à 20 ans, mais si on respecte bien les indications, et la technique chirurgicale est bien réalisée. Et enfin, Sébastien Lustig a présenté à la fin de cette session des cas de fracture du plateau tibial externe avec séquelles et traités par prothèse unicompartimentale externe avec d'excellents résultats. Ensuite, on a une session sur les nouvelles technologies et l'aide au positionnement des unis avec d'abord Simon Marmor qui a présenté sa technique avec la navigation. Sylvain Gaden a présenté l'intérêt des guides sur mesure et sa pratique avec ses guides. Ensuite, on a vu la robotique avec 2 robots différents, le Mako, présenté par Nan Cort, et Cécile Bataillé a fini cette session avec le Navio. Et je te laisse la parole, Olivier. La session s'est poursuivie en parlant des indications parfois limites, voire extrêmes, avec Sébastien Parat qui nous a parlé des unis associés parfois à une reconstruction du ligament croisé antérieur. David Barrett a évoqué les prothèses bicompartimentales, internes et externes, ou parfois associées à une prothèse fémoro-patellaire. Et dans le même esprit, Francesco Benazzo nous a montré que la mise en place d'une unie après une unie était parfois possible. Puis nous avons laissé le sujet de la prothèse
Unicompartimental pour évoquer celui de la prothèse totale, et David Dejour nous a notamment décrit les différentes limites et situations qui vont le pousser à préférer une prothèse totale à une uni, et notamment la nécessité de savoir s'adapter à chaque patient sans être jusqu'au boutiste dans l'unicompartimental. Frédéric Lavoie et Anders Trollson nous ont parlé de leur expérience de la prothèse à conservation des croisés, qui permet d'obtenir d'excellents résultats, mais au prix d'une courbe de croissance, une courbe d'apprentissage un peu longue et laborieuse. Aaron Mouladji nous a montré qu'il était possible d'utiliser une prothèse de première intention dans des déformations parfois très importantes, notamment en y associant un geste osseux extra-articulaire si nécessaire. Et Elvire Servière nous a proposé un algorithme pratique pour orienter notre choix dans la contrainte d'une prothèse totale du genou. Et puis enfin, nous avons eu 2 belles tables rondes au cours desquelles nous avons pu discuter de l'adaptation de la contrainte aux patients dans la prothèse totale du genou, et puis rappeler qu'il était possible de pratiquer une activité sportive après une ostéotomie ou une prothèse du genou. Et du coup, aujourd'hui, on a fini ce congrès avec les nouvelles technologies, avec différentes sessions qui retrouvaient différents types de nouvelles technologies. Merci. Les PSI, les sensors, les accéléromètres, la navigation, un certain nombre de technologies qui permettent d'améliorer notre pratique. Il y a également plusieurs communications sur la robotique, avec 4 différents robots qui ont été présentés et leurs avantages et leurs inconvénients. On a enchaîné ensuite avec l'alignement et les différentes visions de l'alignement constitutionnel, restrictif, un alignement cinématique ou un alignement mixte. On a enchaîné avec les innovations sur les implants, que ce soit des implants sur mesure, des implants customisés ou off-the-shelf, les nouveaux polyéthylènes, et puis les innovations également en matière d'infectiologie. Et on a terminé, si ça avait bien avancé, avec le Big Data par Sébastien Lustig, avec une vision vers le futur pour améliorer notre pratique au quotidien. Bon, il est temps maintenant de conclure. C'est vrai qu'on a un peu dépassé ce matin, mais voilà. Donc en gros, l'idée c'est déjà de dire qu'on voulait remercier tout le monde, notre staff évidemment de la LSKS, tous les speakers qui ont participé. Vous avez vu dans quelles conditions un peu difficiles, mais finalement assez efficaces. On a pu établir des communications avec l'étranger. Alors pour donner quelques chiffres, en plus des 500 présents sur le site, on a eu plus de 1000 connexions par jour. Donc ce côté hybride, je crois, est une vraie réussite et nous a permis d'échanger ici. Et vous l'avez vu, d'échanger en parallèle avec nos amis qui étaient aux 4 coins du monde et de garder quand même ce contact et cette convivialité. Et ce point-là aussi a été vraiment une vraie satisfaction. Donc merci à tout le monde d'être venu si nombreux. La salle a été bien remplie du matin au soir et également le samedi. Donc merci à tous. Donc bien sûr, comme toujours, les congrès ne peuvent pas se faire sans les sponsors et sans l'industrie. Donc c'est très important de rappeler ce lien qui nous lie, et il faut le rappeler que c'est un lien normal et c'est pas quelque chose d'anormal que d'avoir des liens avec l'industrie. Et donc on remercie l'ensemble des sponsors, nos majeurs sponsors bien sûr, mais aussi tous ceux qui ont participé à nous aider pour organiser ce congrès. On va remercier Florence qui a passé énormément de temps, énormément d'énergie et qui a été le lien avec tous les VIP et elle n'a pas compté ses heures, notamment sur les derniers jours. Donc un grand merci à elle pour tous ses efforts. Merci également Jean-Michel, notre webmaster et expert communication, qui a fait un énorme boulot pour s'adapter aux consignes et il a permis donc de faire un magnifique congrès. Merci Jean-Michel. Alors bien sûr, merci à tout le staff, à toutes les personnes qui vous ont reçu, qui ont organisé, qui vous ont permis de fonctionner dans des conditions qui soient confortables pour vous.
Alors tout ce qui a été filmé, évidemment, va être disponible en relive, hein, donc toujours pareil, via l'application, via notre site ou via le site de MO, et vous pourrez regarder une partie qui vous a particulièrement plu ou vous auriez manqué, et ça permet de garder la connexion avec la Lyon School jusqu'au prochain congrès. On vous annonce le prochain congrès donc, qui portera sur la patella. Notez bien la date du 22 au 24 septembre 2022. On vous attend tous nombreux. Allez. Lyon, la meilleure ville du monde. Voilà. Et puis un tout petit mot pour dire que j'ai oublié de mettre une photo à l'intérieur du diaporama, mais les Algériens nous ont envoyé une photo magnifique hier où ils étaient à peu près 150 ou 160 réunis au même endroit. Donc on les remercie quand même vivement. Alors eux, ils ont fait une seule connexion, ils étaient 150. Donc on est en dessous un peu des chiffres qui ont été annoncés. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a quand même passé de sacrés moments un peu difficiles, mais aussi avec beaucoup de bonheur. Et si le pire était à venir, en tout cas, ce qu'on vient de passer, c'est super. Et donc, on est prêt pour affronter l'avenir sans aucun souci. Voilà, à très bientôt.